Ravi de vous retrouver au contact de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. La primature a lancé ce jeudi 20 novembre 2025 l'évaluation des départements ministériels. Cet exercice de reddition des comptes s'étalera jusqu'au 25 novembre. Il s'agit d'évaluer le niveau de gouvernance de chaque ministère et de se projeter dans les perspectives pour l'année à venir. Détail à suivre. Et puis, le Ballon d'Or africain 2025 est connu. Il s'agit du défenseur parisien Achraf Hakimi, un sacre qui couronne une dernière saison inédite de la part du Marocain. Commentaire à suivre. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. La primature a entamé ce jeudi 20 novembre l'évaluation des départements ministériels sur les contrats de performance pour 2025. Il s'agit d'évaluer le niveau de gouvernance de chaque ministère et de se projeter dans les perspectives pour l'année à venir. Plusieurs ministères ont répondu présents lors de cette première journée. Le compte rendu d'Ansou Baïle-Baldé. L'exercice est initié par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de la remise de lettres de mission aux différents départements sectoriels. Il s'agit d'évaluer chaque ministère sur les contrats de performance liés à leur gouvernance pour l'année 2025. Des experts de la primature sont commis à la tâche pour faire ce travail d'évaluation. Ceci dit, l'exercice budgétaire 2025, M. le Premier ministre préside en personne le passage de tous les départements ministériels, ce qui nous permettra de faire le bilan des réalisations, faire l'état des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des politiques publiques et envisager les mesures correctives pour l'année 2026. Le Premier ministre a lui-même présidé le début des activités ce jeudi à Conakry. Les cadres de plusieurs départements ont défilé dans les locaux du Palais de la Colombe pour se soumettre à cet exercice d'évaluation. 2025. Il ressort de notre entretien ou de notre évaluation avec le Premier ministre que nous avons effectué des activités qui ont impacté positivement la vie de la nation. Comme vous le savez, le président de la République avait déclaré que l'année 2025 serait une année électorale. Et à ce titre, nous avons pu, avec beaucoup de difficultés, mais avec un engagement républicain, organiser le référendum du 21 septembre dernier. Par rapport au contrat de performance, nous sommes à un taux d'exécution de presque 80% de nos activités. Donc avec le contexte actuel et avec les événements qui se passent, je pense que nous sommes, d'ici la fin de l'année, nous pourrions arriver à terme de différents objectifs qui nous ont été assignés. J'ai apprécié cette rencontre par des recommandations et des observations pertinentes qui rentrent dans le cadre de l'amélioration et du renforcement des capacités opérationnelles des services de police et de la protection civile. Donc l'occasion a été belle pour les cadres du ministère de l'économie et des finances de venir présenter l'ensemble des réformes qui ont été initiées, les initiatives également qui ont été lancées à travers des actions et des activités qui nous ont permis d'atteindre un niveau de performance globalement très satisfaisante. Parce qu'on est dans une moyenne de 90% du taux d'atteinte des indicateurs de résultats. L'évaluation qui a commencé ce jeudi devra se poursuivre jusqu'au 25 novembre prochain, symbolisant ainsi une nouvelle étape de la transformation de l'action publique marquée par la transparence, la responsabilisation et l'efficacité dans la gestion. Le coup d'envoi officiel des journées nationales des sceaux officiels de l'État a été donné ce jeudi 20 novembre 2025 à Conakry. Une cérémonie symbolique marquée par la présence de plusieurs personnalités venues célébrer ce symbole de souveraineté, de paix et des valeurs fondamentales de la République de Guinée. Khadija Kaba, reportage. Les festivités ont démarré par une marche symbolique allant du ministère de la Justice jusqu'au lieu de la cérémonie. Une marche qui a connu la présence du ministre Yaya Kaïdaba Kaba. Le Premier ministre Amadou Ouriba, au nom du chef de l'État, a rappelé la portée de cette journée dans la consolidation de l'autorité étatique. Les symboles de l'État ne sont pas des symboles figés dans l'histoire. À chaque étape, ça doit être revisité pour permettre
que chaque citoyen de la République de Guinée, à chaque étape historique, puisse s'y retrouver. Je pense que, par exemple, le rouge de notre drapeau, ce n'est pas simplement le rouge de ceux qui ont versé leur sang pour l'accession à l'indépendance. Des hommes, des jeunes, qui aussi, pour que la République puisse se consolider, ont versé leur sang. Ça fait partie de notre histoire et cela doit être également pris en compte pour que toutes les générations puissent se retrouver. Yaya Kairaba Kaba, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, précise que ces journées nationales représentent l'engagement de l'État envers ses citoyens de préserver et transmettre l'héritage national. Nous célébrons le ciment invisible qui nous unit par-delà nos diversités en un seul et même peuple. Nous célébrons l'idéal qui nous transcende, cet appel supérieur à la grandeur, au devoir et à l'harmonie. Par ces symboles, c'est l'âme même de la République de Guinée que nous honorons, notre héritage le plus précieux et notre patrimoine commun. Ces journées sont d'abord et avant tout un engagement solennel. Elles représentent l'engagement de l'État envers ses citoyens de préserver et de transmettre l'héritage national et l'engagement réciproque des citoyens à honorer les valeurs qui les unissent. Un sentiment de joie pour Alseni Ba, directeur national des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Le projet, la Direction nationale des affaires civiles et du sceau l'a porté depuis une année. Nous avons préparé des activités, nous avons mené des consultations, nous avons fait des visites de terrain. Cette journée historique s'est clôturée par un panel d'échange entre experts et acteurs de l'administration publique. Ces discussions ont rappelé l'importance du sceau officiel dans la légitimation des actes administratifs et la préservation des valeurs de souveraineté, de transparence et de paix en Guinée. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication relatif à la carte de presse professionnelle, la Haute Autorité de la Communication (HAC) informe l'ensemble des journalistes et techniciens des médias publics et privés que le dernier délai de dépôt de demande pour la délivrance de la carte de presse professionnelle est fixé au vendredi 28 novembre 2025. Passé ce délai, aucune demande de la carte de presse professionnelle ne sera reçue au compte de l'exercice 2025-2027. La Haute Autorité de la Communication rappelle que nul ne peut être associé à la couverture de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 s'il ne détient la carte d'identité professionnelle du journaliste. Pour l'exercice en cours, la HAC informe l'opinion nationale qu'elle a délivré à date 1233 cartes de presse professionnelle en faveur des hommes de médias de Conakry et de l'intérieur du pays. Conakry le 20 novembre 2025. Et puis, les négociations entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation se sont poursuivies ce mercredi au ministère du Travail et de la fonction publique avec la participation du syndicat national d'enseignement technique et les syndicalistes du Sénasur sous la supervision du Conseil national du dialogue social. Plusieurs points ont été débattus, notamment le statut particulier des enseignants qui a été d'ailleurs le plus discuté. Mohamed Lamine Dafé. À la sortie de ce troisième jour de négociations, dans les environs des 18 heures, la tâche est revenue à Aboubakar Dieskou Kamara de restituer les moments forts qui ont marqué la rencontre de ce mercredi. Il a tout d'abord cité comme premier point la suppression des cours de samedi pour les syndicalistes de l'enseignement supérieur avant de parler du point concernant le statut particulier des enseignants du pré-universitaire. Il était question dès au départ d'intégrer un point qui était dans les oubliettes de la part du syndicat de l'enseignement supérieur, qui était consacré d'ailleurs à la suppression du samedi.
Et je crois que ce point a été une occasion pour le gouvernement ou par la partie gouvernementale d'en faire un facteur de blocage. Alors, lorsqu'on est revenu, notre cheval de bataille tournait autour du statut particulier des enseignants. Et ce point a été également pour le gouvernement comme un épée de Damoclès. Alors, le représentant de la partie gouvernementale, à l'occurrence le secrétaire général, a demandé que, compte tenu du poids, compte tenu de ce qui se trouve dans ce statut, il est question de se référer aux techniciens, au département concerné. Le statut particulier des enseignants étant un point difficile à négocier, un délai de 6 jours a été donné au gouvernement pour trouver une proposition pouvant résoudre le problème. Et le gouvernement a proposé le vendredi. Nous avons récusé cette date compte tenu des circonstances que nous vivons et finalement nous avons retenu le mardi. Nous viendrons avec des arguments forts à propos contre les contre-propositions du gouvernement et par conséquent nous viendrons aussi avec une décision et cette décision intéresse les ressentis de la base et par conséquent nous n'allons pas tergiverser sur cette décision si la fumée blanche ne sort pas d'ici ce mardi soir. Ça sera notre dernière rencontre. Quant aux autres points de revendication, le porte-parole de l'intersyndicale a affirmé le déblocage des salaires des enseignants bloqués depuis 2023, mais exclusivement pour les enseignants qui sont en situation de classe depuis ce jour et qui sont en vie. Pour ce qui est de l'intégration sans condition des enseignants contractuels non retenus, Aboubakar Diésko Camara a souligné qu'il y a eu des discussions dans ce sens, mais sans parvenir pour le moment à une entente. Dans l'actualité africaine, depuis plusieurs semaines, les groupes djihadistes regagnent du terrain au Mali, une situation inquiétante pour les pays et ses voisins de la sous-région. Dans une récente sortie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les États du Sahel à mettre de côté leurs différends pour faire face à l'explosion des attaques djihadistes dans une région déjà en proie à une crise humanitaire. Il a appelé à l'union entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'Alliance des États du Sahel pour mieux coordonner leur lutte contre la menace djihadiste. Nos reporters Adi Babari et Mohamed Lamine Dafé sont partis à la rencontre d'un analyste. Suivez. Alors que la pression des djihadistes s'accentue autour de la capitale Bamako, le pays plonge dans une nouvelle période d'incertitude. Pour l'analyste Mfaligi Lavogui, cette situation devrait interpeller toute la sous-région. Ce qui est vraiment inquiétant parce que qui parle de terrorisme, ça a beaucoup d'impact. Impact humain, impact économique, impact politique. Donc aujourd'hui, nous parlons du cas du Mali, mais je crois qu'il faut qu'il y ait une réponse commune. Au-delà du Mali, c'est toute la sous-région aujourd'hui qui est menacée. Parce que lorsque des villages sont rasés, lorsqu'il y a des déplacements, lorsqu'il y a des hécatombes, hein, c'est très malheureux. Aujourd'hui, toute la sous-région doit parler d'une seule voix pour lutter contre le terrorisme. Une pénurie aiguë de carburant provoquée par un blocus djihadiste sur plusieurs axes routiers stratégiques nourrit la crise au Mali. Une situation qui bouleverse la vie quotidienne des habitants et paralyse les opérations onusiennes dans un pays déjà miné par l'insécurité. D'où la question sur les partenariats que le Mali tisse ces derniers temps. Ça nous amène à questionner notamment les relations entre le Mali et ses nouveaux partenaires, parce que la France n'y est plus. Ça amène beaucoup de questions au sein de l'opinion. On ne parlera pas de chèques,
Mais une fois encore, je crois qu'il faut réorienter les stratégies, les équipements, le financement, même les visions par rapport à la lutte contre ce phénomène. La question sécuritaire doit être de nos jours favorisée dans tous les pays, surtout ceux qui sont menacés, a renchéri Mfaligi Lavogi. Chaque pays a quand même son plan de défense territoriale, son plan de défense de sa souveraineté. Donc l'Union africaine doit faire de cette question son credo, sa priorité, pour pouvoir en tout cas trouver des moyens à mettre en place pour que l'Afrique puisse jouir naturellement de sa souveraineté, de son indépendance territoriale. Je vous l'annonçais à l'entame, sans surprise, Achraf Hakimi a été élu Ballon d'Or africain 2025 mercredi au CAF Awards, un sacré qui couronne une deuxième saison inédite de la part du Marocain. Le défenseur parisien devance l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen. Commentaire à Mamadou Tanouba. Achraf Hakimi est récompensé pour l'ensemble de ses efforts. L'international marocain a été très performant avec la sélection nationale et en club. Le Marocain est désigné Ballon d'Or devant l'Égyptien Mohamed Salah et le Nigérian Victor Osimhen. Hakimi a participé à la série record de 18 victoires consécutives en cours avec les Lions de l'Atlas. Durant la saison 2024-2025, Achraf Hakimi a été l'un des grands artisans du quintuple historique de son club, le Paris Saint-Germain, en remportant entre autres le trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Super Coupe d'Europe. Le dernier Marocain à remporter le Ballon d'Or africain était Moustapha Hadji en 1998. Le latéral Hakimi est le premier défenseur à décrocher ce trophée dans l'histoire du Ballon d'Or africain. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.